va s'arrêter à ces slides. Alors, l'idée que je propose, c'est que c'est le thème qui a organisé les 2 journées. Il y a des manières de percevoir le monde, c'est ce que j'appelle les récits enracinés, le laboureur. Nous, praticiens, on a un savoir qui n'est pas un savoir de laboratoire. On a un savoir de praticien, c'est-à-dire que les paysans savent quand la terre est sèche, quand la terre est appauvrie parce qu'on n'a pas fait la jachère, et ça parce qu'on a trop cultivé, donc on a épuisé le sol, et les paysans parlent de résilience du sol, ce que je trouve tout à fait cohérent. C'est d'ailleurs le mot résilience a d'ailleurs été inventé d'abord par les agronomes. Alors je vois souvent que le mot résilience a des références métallurgiques. Je suis pas content parce que je sais d'où vient cette référence. C'est quelqu'un avec qui on a travaillé, et c'est vrai que les métallurgistes emploient le mot résilience, mais il n'est pas dans le même sens que nous. Ils disent la résilience, c'est la résistance d'une barre de fer qui résiste jusqu'à une certaine pression, jusqu'au moment où elle casse. C'est pas la résilience, c'est la résistance, ils le disent eux-mêmes. La barre de fer résiste jusqu'au moment où elle casse. Et ils calculent le point qu'ils appellent le point de résilience. Ce n'est pas la résistance. La résilience, c'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Donc la définition des métallurgistes ne convient pas du tout aux psychologues qui, eux, en font un processus évolutif, comme je le dis, depuis hier matin. Or, ceux qui ont les premiers utilisé le mot résilience, ce sont les agriculteurs. Et les agriculteurs disaient un sol est résilient quand, après une inondation et un incendie, une autre forme de vie réapparaît. J'habite près de Toulon. En 1974, il y a eu un incendie tragiquement magnifique, c'est-à-dire que toutes les montagnes qui tombent dans l'eau à Toulon étaient en flammes. C'était un incendie où vraiment toute la région brûlait. Donc toutes les montagnes étaient rouges, le ciel était noir, la mer était couverte de cendres sur l'eau avant que la cendre fonde, la mer était grise et ça faisait une impression tout à fait étrange. Au bout de plusieurs jours, l'incendie s'est arrêté, tout avait été brûlé. Il restait plus de pins. Les pins sont des arbres qui brûlent facilement et qui sont des arbres dangereux. Il restait plus de pins. 3 ans après, les chênes qui ne pouvaient pas pousser parce que les pins acidifient le sol, les chênes ont poussé. Les cistes, qui sont des jolies fleurs de toutes les couleurs, ont poussé par touffes, par bouquets. Les petits animaux qui ne pouvaient pas vivre sous les pins parce qu'il n'y avait que des pines de pin, il n'y avait qu'un sol acide et rien ne pousse. Les petits animaux sont réapparus. Le petit gibier apparaissant entre les bouquets de cistes, les grands aigles sont réapparus. La vie avait repris, la faune et la flore avaient réapparu, très belles, très saines, mais pas comme avant. C'est la plus jolie définition, à la fois poétique et scientifique, de la résilience. Parce que la résilience des sols, les chimistes disent attention, vous allez polluer le sol. Ou alors ils disent attention, en faisant de la monoculture, vous allez épuiser le sol. Le sol ne sera plus résilient. Donc assez curieusement, la définition des agronomes correspond mieux à la définition psychologique, alors que la définition métallurgique, c'est pour moi, c'est un contresens. Ils confondent résistance et résilience, alors que la résilience des agriculteurs, à Ramatuelle, le sol et la mer étaient en train de manger le sol, et comme on le voit sur beaucoup de côtes françaises, où la mer à Toulon, la mer fait tomber les maisons parce qu'elle range le sol. Donc, les agriculteurs, les géographes, plantent des arbres et les racines tiennent le sol. Et à Ramatuelle,
la plage était en train de disparaître, donc c'était une catastrophe économique, puisque si la plage disparaît, une ressource industrielle disparaît. Ils ont mis des dunes, comme ils ont fait là où, à la Seine, ils ont mis des dunes, ils ont planté des plantes enracinées qui tiennent le sable et la terre, et ils parlent de la résilience des côtes. Assez curieusement, ça correspond très bien à la définition de la résilience psychologique, c'est-à-dire la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Il n'y a pas de définition plus logique et plus bébête. Or, nous, avec notre cerveau humain, on a un cerveau totalement décontextualisateur et, comme je le disais, on voit que le cortex préfrontal, lorsqu'il n'est pas stimulé par l'environnement, le cortex préfrontal s'atrophie. Et pourtant, il est sain. On voit que l'hippocampe, c'est le circuit neurologique de la mémoire et des émotions. Si un enfant est isolé, il n'a rien à mettre en mémoire. Son système limbique s'atrophie puisque les neurones ne sont pas stimulés. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'événement. Le seul événement, c'est les auto-agressions ou les comportements auto-centrés. Une des fonctions du lobe préfrontal, c'est de freiner l'amygdale rhinencéphalique, qui est le socle neurologique des émotions insupportables, de haine, de colère, de désespoir. Or, l'amygdale n'est plus freinée par le lobe préfrontal, donc elle est hypertrophiée, et ces enfants-là, qui ont été mis en situation d'isolement affectif ou d'isolement sensoriel, ne peuvent pas contrôler leurs pulsions. C'est-à-dire, c'est des gosses, des garçons plus que des filles, qui réagissent à tout par la bagarre, par des agressions. Les filles qui se développent, qui ont une avance de 2 ans sur les petits garçons, maîtrisent la parole, et quand ça ne va pas, elles pleurent, elles le disent avec des mots, et surtout elles téléphonent à la meilleure amie, comme je disais ailleurs, et la meilleure amie a une fonction de psychothérapeute. On va en parler. Alors donc, les petites filles ont déjà des réactions comportementales différentes des petits garçons. La question, c'est d'où ça vient, comment ça se code. Donc, mais ce qui est sûr, là, il y a beaucoup de travaux actuellement qui montrent que les réactions émotionnelles et l'expression des émotions comportementales est très différente selon les sexes, pour les petits garçons et pour les petites filles, mais que le milieu, ça n'exclut pas l'importance du milieu, puisque le milieu, en effet, peut coder et stéréotyper. Une petite fille, ça se comporte comme ça, un petit garçon, ça se comporte comme ça, ce qui est parfois vrai et ce qui est souvent abusif. Et ça, donc, il y a les deux. Il y a les deux à coordonner, le déterminisme biologique et le déterminisme social, et les deux existent. Donc, c'est assez difficile de faire la part des déterminismes réciproques. Photo suivante. Alors ça, je l'ai montré tout à l'heure. Photo suivante. Alors voilà, ça c'est un travail qu'on a fait à Toulon avec Michel Delage et puis toute la petite équipe toulonnaise. On voit comment la parole modifie. Alors il y a la parole enracinée. Je suis une petite fille, donc j'ai envie de faire ça, ça me plaît, ça correspond à quelque chose en fond de moi, mais la société m'impose des contraintes qui ne me plaisent pas, donc enfin, ou inversement, un petit garçon. Parce que c'est vrai que les femmes ont été entravées. Alors je lisais, j'entendais l'autre jour une philosophe qui disait, ça fait 2000 ans que les femmes sont entravées. Ça fait 300 000 ans. C'est depuis monsieur et madame Sapiens. Donc, c'est pas 2000 ans, c'est 300 000 ans. Donc, alors, donc, c'est curieux d'avoir fait remonter ça au christianisme.
pense qu'elles étaient entravées bien avant le christianisme. Peut-être même que le christianisme a adouci la condition des femmes avec la Vierge Marie, avec peut-être que ça a adouci, mais parce que les garçons étaient consacrés à la guerre et à la violence, et on éduquait les garçons pour la violence. Donc, puisque j'ai connu deux guerres, et un garçon qui ne voulait pas ou qui n'aimait pas se bagarrer était méprisé. Et il devait apprendre à se bagarrer, il devait apprendre les métiers de la guerre. Donc, voilà, donc ça rejoint un peu l'idée que je propose, c'est qu'il y avait des déterminants biologiques, et il y a des déterminants biologiques évidents. J'ai remarqué que quand des hommes et des femmes ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un déterminisme biologique. Ça n'exclut pas les déterminismes psychosociaux. Alors, comment la parole fonctionne-t-elle? On prend, avec Isabelle Berthereau, Michel Delage, on prend une pile de photos photos d'horreur à votre gauche, et des photos jolies, poétiques à votre droite. Et puis, on prend une série d'étudiants à qui on montre les photos sans parler. Photos. Un mois après, et puis une autre série d'étudiants à qui on montre les mêmes photos en les commentant. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez ça? Les étudiants sont invités à parler. Un mois après, on remontre les mêmes photos aux étudiants. Les étudiants, et on leur dit, est-ce que vous vous rappelez ces photos? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous vous rappelez? Mémoire, hein, ce dont on a parlé ce matin. Mémoire. Les étudiants à qui on avait montré les photos sans parler disent, ah ben, je me rappelle, il y avait des photos d'horreur. Il y avait une photo de femme, elle avait les yeux crevés, elle avait le nez cassé, elle avait le visage broyé. Mais est-ce qu'il y avait aussi des photos de poésie? Je me rappelle, il y avait peut-être une photo avec un coquelicot dans un champ, peut-être, oui. Ça, c'est la série des étudiants qui n'avaient pas parlé. Les étudiants qui avaient parlé, est-ce qu'il y avait des photos d'horreur? Oh, oui, il y avait une femme, il y avait une petite coupure superficielle, mais avec un point ou deux de suture, ça s'est passé. Et est-ce qu'il y avait des photos poétiques? Ah oui, je me rappelle. Il y avait des photos avec des champs de coquelicots rouges, c'était extrêmement beau. Comme ce qu'on a montré, je vous ai montré, on avait les photos. L'interprétation de souvenir était totalement différente si on avait parlé ou si on n'avait pas parlé des photos. Donc ça confirme ce que je vous propose depuis hier, le fait de parler modifie la représentation du passé. Et les gens sont sincères. Alors, on avait fait aussi avec Michel Delage une autre expérimentation où Michel faisait le cours et on avait demandé à un étudiant d'une autre série de provoquer un scandale. Et Isabelle Berthereau filmait le scandale. Alors Michel commence son cours et l'étudiant, à un moment, se lève et dit des mots convenus, provoque un scandale et part en claquant la porte. Et Michel a pour consigne d'élever la voix pour empêcher les étudiants de parler entre eux. Alors le gars, au bout de 10 minutes, c'était un cours sur l'attachement, au bout de 10 minutes, l'étudiant d'une autre série se lève. Qu'est-ce que c'est que ce cours idiot? Je croyais que c'était un cours de civilisation espagnole et j'arrive sur un cours de psychologie débile, et il part en claquant la porte. Et Michel augmente la voix pour que les étudiants continuent à gratter. Un mois après, on leur passe un questionnaire. Il y avait à peu près une cinquantaine d'étudiants dans la salle. On passe un questionnaire. Au dernier cours de Michel Delage, est-ce qu'il s'est passé un incident?
Sur 50 étudiants, il y en a 3 qui répondent, il ne s'est rien passé. On a la preuve que 10 minutes après le début du cours, ils étaient déjà en sommeil profond. C'est-à-dire, mais on pose les questions, comment était-il habillé? Alors, comme c'est un cours d'attachement, donc une science humaine, il y a une majorité de filles qui attachent de l'importance aux vêtements. Des erreurs stupéfiantes. Il avait un pull au vert noir. Ah ben non, il était vert. Ah ben non, il était blanc. Et les filles entre elles ne sont pas d'accord. Il y en a même une qui a dit qu'il avait un casque de moto. Tu vois, le gars qui vient prendre un cours de fac avec un casque de moto. Donc, et tout le monde était sincère. C'était dans leur mémoire, c'était leur représentation. Et puis, comment vous interprétez ce petit scandale? Alors, toutes les interprétations dépendaient du contexte. Alors, il y avait Toulon, c'est une ville de rugby, et même les filles disaient, bah, c'est un gars qui joue au rugby qui s'est trompé de salle. Et puis, comme il y avait eu des manifestations, il y en a beaucoup ont dit, bah, c'est un cégétiste. C'est-à-dire que, donc, l'interprétation venait du contexte. Et donc, comment était-il coiffé? Le film montre qu'il avait un chignon. Quelques-unes disent qu'il avait le crâne rasé. Donc, ça veut dire que dans la mémoire, tout le monde était sincère. On interprétait le fait en fonction de notre propre histoire et en fonction de l'histoire du contexte. Donc, même quand c'était un savoir enraciné, le savoir des paysans, les pieds sur terre, la définition de la résilience, ça n'exclut pas du tout le savoir délirant au sens non psychotique du terme, quelqu'un qui a un récit cohérent, coupé de la réalité sensible. L'exemple que je donnais hier, l'exemple de délire cohérent, l'esclavage. Délire logique. Le prix du sucre va augmenter, c'est logique. Au nom de quoi on commet un crime fou, un crime insensé. Et ça, alors ça, c'est la règle. Donc on voit que ce récit enraciné, c'est une forme de savoir qu'ont les praticiens. Alors dans les métiers de la petite enfance, alors là, dans les métiers de la petite enfance où il y a une majorité de femmes, elles n'ont pas besoin d'analyseur acoustique pour savoir qu'un bébé qui pleure, tiens, il n'est pas bien. Elles savent, avec cet instrument de mesure, tiens, qu'est-ce qu'il ne pleure pas comme d'habitude? Ce n'est pas une démarche scientifique, c'est une démarche de laboureur. Elles savent, elles sentent, tiens, il ne pleure pas comme d'habitude, il n'est pas bien, je ne sais pas pourquoi il n'est pas bien, mais je sais qu'il n'est pas bien. Alors ça, c'est le savoir enraciné, c'est le savoir du laboureur. Ça n'exclut pas le travail scientifique, qui peut être aussi délirant. Le travail scientifique, il y a des tas de publications. La lobotomie a eu un prix Nobel. Il y a eu un prix Nobel pour la lobotomie. C'est-à-dire que des médecins, des gens ont cru qu'en coupant un morceau de cerveau, on allait améliorer les gens. Et qu'il y a eu un prix Nobel pour ça. Et que une sœur de Kennedy a été lobotomisée. Et donc, il y a des scientifiques qui ont cru que c'était bien de faire ça. Donc la mémoire est remaniée par les récits, par l'acte de parole et par les récits collectifs.